Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous foutez là? Nous sommes le 18 janvier, monsieur Tac. C'est le jour qui m'a été attribué pour vous rencontrer. Vos collègues ne vous ont pas dit que... Je n'ai pas vu ces gens, je n'ai aucun rapport avec eux. Bon point pour vous, mais on aurait dû vous prévenir. Votre secrétaire, monsieur Gravelin, m'a fait écouter les bandes hier soir. Je suis là en pleine connaissance de cause. Vous savez ce que je pense de vous, et vous venez quand même. Oui. Bon, bien. C'était téméraire de votre part. À présent, vous pouvez partir. Non. Vous l'avez réussi, votre exploit. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous voulez que je vous signe une attestation? Non, monsieur Tac, j'ai grande envie de vous parler. Bon, écoutez, c'était très drôle, mais ma patience est limitée. Le gag est terminé, alors fichez le camp. Il n'en est pas question. J'ai reçu l'autorisation de votre secrétaire au même titre que les autres journalistes. Alors je reste. Ce Gravelin est un traître. Je lui avais pourtant dit d'envoyer promener les magazines féminins. Je ne travaille pas pour un magazine féminin. Comment? La presse masculine engage des femelles à présent? Ce n'est pas une nouveauté, monsieur Tac. Ah bah merde alors, ça promet. On commence par engager des femelles, et puis on finit par engager des nègres, des arabes, des irakiens. C'est un prix Nobel qui dit des choses aussi relevées. Prix Nobel de littérature, pas prix Nobel de la paix, Dieu merci. Dieu merci, oui. Madame Jo Bel Esprit? Mademoiselle. Mademoiselle? Ça m'étonne pas. Moche comme vous l'êtes, et collante avec ça. Et les hommes ont bien raison de ne pas vous épouser. Vous avez quelques guerres de retard, monsieur Tac. Aujourd'hui, une femme peut avoir envie de rester célibataire. Voyez-vous ça? Dites plutôt que vous ne trouvez personne pour vous sauter. Ça, cher monsieur, c'est mon affaire. C'est ça, c'est votre vie privée, hein? Exactement. Si ça vous amuse de raconter à tout le monde que vous êtes vierge, c'est votre droit, mais les autres ne sont pas obligés de vous imiter. Mais qui êtes-vous pour me juger? Espèce de femelle insolente, de mocheté mal baisée. Ne partez pas. Je vous ordonne de rester. Vous avez quelque chose à me dire? Asseyez-vous. Il est trop tard pour vous excuser, monsieur Tac. Restez, nom d'un chien. Adieu. Bon, je m'excuse. Vous m'entendez? Je m'excuse. Je vous ai dit qu'il était trop tard. Ah bah merde, alors c'est bien la première fois de ma vie que je m'excuse. Ah, c'est sans doute pour cela que vos excuses sont si mal présentées. Mais qu'est-ce que vous avez à leur reprocher à mes excuses? Je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses. Mademoiselle. Je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses, mademoiselle. Voilà, vous êtes contente? Vous avez entendu le ton de votre voix, mais vous auriez employé le même ton pour me demander la marque de ma lingerie. Quelle est la marque de votre lingerie? Adieu, monsieur Tac. Je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses, mademoiselle. C'est mieux. La prochaine fois, soyez plus rapide. Pour vous punir de votre lenteur, je vous ordonne de me dire pourquoi vous ne voulez pas que je parte. Comment c'est pas fini? Vous exagérez. C'est vous qui me dites ça. Allez vous faire foutre. Très bien. Je ne veux pas que vous partiez, parce que je m'emmerde. Ça fait 14 ans que je m'emmerde. Nous y voilà. Il n'y a pas de quoi rougir, monsieur Tac, cela vous rend sympathique. Je n'ai rien à foutre de votre sympathie. Vous ne voulez pourtant pas que je m'en aille. Mais quel divertissement comptez-vous vous livrer avec moi? J'ai très envie de vous emmerder. Rien ne m'amuse autant. Vous m'envoyez ravi et vous vous imaginez que ça va me donner envie de rester. Un des plus grands écrivains de ce siècle vous fait l'immense honneur de vous dire qu'il a besoin de vous, et cela ne vous suffit pas. Vous voudriez peut-être que je pleure d'allégresse et que je baigne vos pieds de mes larmes? Ouh, ça me plairait assez, oui. J'aime qu'on rampe devant moi. En ce cas, ne me retenez plus, ce n'est pas mon genre. Restez! Vous êtes coriace.
Ça m'amuse. Puisque vous ne semblez pas déterminé à me pardonner, faisons un pari, voulez-vous? Je vous parie qu'avant la fin de l'interview, je vous aurai fait rendre gorge comme à tous vos prédécesseurs. Vous aimez les paris, n'est-ce pas? Je n'aime pas les paris gratuits. Il me faut un enjeu. Intéressé, hein? C'est du fric que vous voulez? Non. Je vois. Mademoiselle est au-dessus de ces choses. Pas du tout. Et si je voulais du fric, je me serais adressée à plus riche que vous. Et de vous, je désire autre chose. Pas mon pucelage, quand même. Vous obsède, ce pucelage. Non, faudrait vraiment que je sois en manque pour désirer une pareille horreur. Merci. Que voulez-vous alors? Vous parliez de ramper? Je propose que l'enjeu soit identique pour nous deux. Si je craque, c'est moi qui rampe à vos pieds. Mais si vous craquez, c'est à vous de ramper à mes pieds. Moi aussi, j'aime qu'on rampe devant moi. Vous êtes touchante de vous croire capable de vous mesurer à moi. Il me semble avoir déjà remporté une première manche tout à l'heure. Ma pauvre petite, vous appelez ça une première manche? Mais ce n'était que d'agréables préliminaires. Je sens que je vais m'amuser. Il y a un exercice qui me fait particulièrement jouir. C'est humilier les femelles prétentieuses, les femelles dans votre genre. Moi, mon divertissement de prédilection, c'est dégonfler les grosses baudruches satisfaites d'elles-mêmes. C'est extraordinaire, je vous divertis déjà. Je suis bon public, continuez. Soit. Bon, vous disiez tout à l'heure que vous n'avez rien à me dire. Cela n'est pas réciproque. Voyez-vous ça? Qu'est-ce qu'une femelle de votre espèce pourrait trouver à me dire? Que la femme n'est pas valorisée dans mon œuvre? Que sans la femme, l'homme n'atteindra jamais son épanouissement? Raté. Vous voulez peut-être savoir qui vient faire le ménage ici? Pourquoi pas? Ça vous donnera l'occasion d'être intéressant pour une fois. C'est ça. Jouer la provocation, c'est l'arme des minables. Eh bien, apprenez qu'une femme de ménage vient tous les jeudis après-midi nettoyer mon appartement et emporter mon linge sale. Voilà au moins une femme qui a un emploi respectable. Dans votre idéologie, la femme est à la maison avec un torchon et un balai, n'est-ce pas? Dans mon idéologie, la femme n'existe pas. De mieux en mieux. Mais le jury du Nobel avait dû attraper une solide insolation le jour où il vous a élu. Oh, pour une fois, nous sommes d'accord. M'attribuer à moi le prix Nobel de littérature équivaut à donner le prix Nobel de la paix à Saddam Hussein. Ne vous vantez pas, Saddam est plus célèbre que vous. Normal. On ne lit pas. Si on me lisait, je serais plus nocif et donc plus célèbre que lui. Seulement voilà, on ne vous lit pas. Comment expliquez-vous ce refus universel de vous lire? Non. Instinct de conservation, réflexe immunitaire. Vous-même, vous ne m'avez pas lu. C'est hors de doute. Erreur. Vous avez devant vous l'un des rares êtres humains à avoir lu vos 22 romans sans en avoir sauté une ligne. Bravo. J'aime les gens capables de mensonges aussi énormes. Navré, c'est la vérité. J'ai tout lu de vous. Sous la menace d'un revolver? De ma propre volonté. Non, de mon propre désir. Impossible. Si vous aviez tout lu de moi, vous ne seriez pas tel que je vous vois. Et que voyez-vous de moi au juste? Petite femelle insignifiante. À ce propos, je me suis livré à un petit survol de vos personnages féminins. Ça promet. Vous disiez tout à l'heure que dans votre idéologie, la femme n'existe pas. Je trouve étonnant qu'un homme qui professe de telles sentences ait créé tant de femmes de papier. Je ne les passerai pas toutes en revue, mais j'ai dénombré dans votre œuvre quelques 46 personnages féminins. Je ne vois pas ce que ça prouve. Puisque vous avez des sentiments si sains vis-à-vis de notre sexe, expliquez-moi pourquoi vous avez créé 46 personnages féminins. Pas question. C'est vous qui allez me l'expliquer. Pour rien au monde, je ne manquerai un pareil divertissement. Ce n'est pas à moi de vous expliquer votre œuvre. En revanche, je peux vous faire part de quelques constatations. Faites, je vous prie.
Je vous les livre pêle-mêle. Vous avez écrit des livres sans femme. Apologétique de la dyspepsie, le dissolvant, Perle pour un massacre, Bouddha dans un verre d'eau, attentat à la laideur, sinistre total, la mort et j'en passe. Ni même, ceci est plus étonnant dans le poker, la femme, les autres. Quelle exquise subtilité de ma part. Cela nous fait donc 8 romans sans femme. 22 moins 8 égale 14. Il nous reste 14 romans qui se partagent les 46 personnages féminins. C'est beau la science. La répartition n'est bien sûr pas homogène parmi les 14 livres restants. Le record absolu de personnages féminins est détenu par viol gratuit entre deux guerres, dans lequel figurent 23 femmes. Ça s'explique. 46 moins 23 égale 23. Il nous reste 13 romans qui se partagent les 23 femmes. Statistique admirable. Vous avez écrit 4 romans monogynes, enfin si je puis me permettre un néologisme aussi incongru. Mais pouvez-vous vous le permettre? Ce sont prières avec effraction, le sauna et autres luxures, la prose de l'épilation et crever sans adverbe. Que reste-t-il comme effectif? 9 romans, 19 femmes. Répartition? Les sales gens, 3 femmes. Tous les autres livres sont d'hygiène. La crucifixion sans peine, le désordre de la jarretière, Urbi et Orbi, les esclavoisiennes, Membrane, 3 boudoirs, la grâce concomitante. Il en manque un. Ah non, non, vous les avez tous dit. Vous croyez? Oui, vous avez bien étudié votre leçon. Je suis convaincue qu'il en manque un. Je devrais recompter depuis le début. Ah non, vous n'allez pas recommencer. Et il le faudra bien, sinon mes statistiques s'écroulent. Je vous donne mon absolution. Tant pis, je recommence. Avez-vous une feuille de papier, un crayon? Non. Allons, monsieur Tac. Aidez-moi, nous gagnerons du temps. Le livre manquant... Je m'en souviens pas. Je ne vous crois pas. Vous auriez pu oublier tous les autres, mais pas celui-là. Mais enfin, quel petit de si extraordinaire, ce bouquin. Vous le savez très bien. Non, je suis un génie qui s'ignore. Oh, laissez-moi rire. Mais enfin, si ce bouquin était si extraordinaire, on m'en aurait déjà parlé. Or, on n'a jamais parlé de celui-là. Vous savez Quand très on me bien que ça questionne ne sur veut mon rien dire. œuvre, on cite toujours les 4 mêmes bouquins. Puisque vous refusez de coopérer, il va falloir que je recommence mon énumération. Ah non! Encore un mot, je vous étrangle, tout impotent que je suis. Étrangler. Le choix de ce verbe me paraît révélateur. Vous préféreriez que je vous fasse le coup du lapin? Cette fois, cher monsieur, vous ne parviendrez pas à éviter le sujet. Parlez-moi donc de la strangulation. J'ai écrit un bouquin qui s'appelait comme ça. Pas exactement. Écoutez, vous devenez horripilante avec vos questions. Dites-moi le titre de ce bouquin qu'on en finisse. Je ne suis pas pressée d'en finir, je m'amuse beaucoup. Vous êtes bien la seule. La situation est d'autant plus plaisante. Mais ne nous égarons pas. Parlez-moi donc de la strangulation, cher monsieur. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Ah non. Pourquoi m'en menaciez-vous alors? Mais j'ai dit ça, comme j'aurais dit... Allez vous faire cuire un œuf. Oui. Et pourtant, comme par hasard, vous avez préféré me menacer de strangulation. Étrange. Vous n'avez pas honte de vous en prendre à un vieillard impotent, malade et démuni? Je ne sais pas ce que c'est que la honte. Parlez-moi d'un individu que vous avez bien connu. Je vais vous raconter une petite histoire qui aidera peut-être votre cerveau sénile à retrouver ses souvenirs. C'est ça. Mais parce que vous me donnez la permission de me taire pendant quelques instants, je vous demande l'autorisation de prendre un caramel. J'en ai bien besoin, après les tourments que vous me faites endurer. Permission accordée. Mon histoire commence par une découverte étonnante. Oui, le château de votre enfance a brûlé il y a 55 ans. Étrange incident, d'ailleurs, jamais expliqué. Comment avez-vous entendu parler du château? Cessez de parler, en mâchant ces caramels, c'est dégoûtant. En 1909, on signale le décès de Casimir et Célestine Tac, morts noyés.
Mariés depuis 2 ans, ils laissent un enfant de 1 an. Je vous laisse deviner qui? Apprenant le décès de leur fille, les parents de Célestine, le marquis et la marquise de Planès de Saint-Sulpice prennent en charge leur petit-fils désormais orphelin. Et c'est ainsi que vous vous installez au château de Saint-Sulpice à l'âge de 1 an. Vous y êtes choyé, non seulement par votre nourrice, par vos grands-parents, mais aussi par votre oncle et votre tante, Cyprien et Cosima de Planès, frères et belle-sœurs de votre mère. Vos détails généalogiques sont d'un intérêt à couper le souffle. N'est-ce pas? Et que direz-vous de la suite? Parce que c'est pas fini. Certainement pas vous. Vous n'avez pas 2 ans et je tiens à raconter votre vie jusqu'à vos 18 ans. Ça promet. Si vous l'aviez raconté vous-même, je n'aurais pas à le faire. Si je n'avais rien à dire à ce sujet. C'était donc que vous aviez quelque chose à cacher? Pas forcément. Il est trop tôt pour aborder cette question-là. Entre-temps, vous êtes un bébé adoré par sa famille. J'ai vu des croquis du château aujourd'hui disparu, c'était une splendeur. Mais quelle enfance de rêve vous avez dû avoir. Votre canard, c'est point de vue image. Vous avez 2 ans lorsque votre oncle et votre tante donnent le jour à leur unique enfant. Léopoldine de Planès de Saint-Sulpice. Poursuivez, ma chère, je m'amuse follement. Tant mieux, parce que c'est encore loin d'être terminé. Ainsi donc, on vous procure la seule chose qui vous manquait, une compagnie de votre âge. Vous devenez inséparables. Dois-je vous préciser le document qui m'a fourni ce genre de détails? Votre imagination, je suppose. Partiellement. Mais l'imagination a besoin de combustible, monsieur Taquet. Et ce combustible, c'est à vous que je le dois. Cessez de vous interrompre continuellement et racontez-moi mon enfance. J'en ai les larmes aux yeux. Mais raillez, cher monsieur. Il y aurait de quoi avoir les larmes aux yeux. Vous avez une enfance bien trop belle. Vous aviez tout ce dont on peut rêver. Un château, un vaste domaine avec des lacs, des forêts, des chevaux, une formidable aisance matérielle, un précepteur, des domestiques aimants, une famille adoptive qui vous choyait. Et surtout, vous aviez Léopoldine. Très chère, vous êtes une conteuse hors pair. Moins que vous. Poursuivez. Léopoldine et vous n'êtes jamais séparés. Vous ne pourriez vivre l'un sans l'autre. Cousin-cousine, c'est vieux comme le monde. À pareil degré d'intimité, peut-on encore parler de cousin-cousine? Frère et sœur, si vous préférez. Frère et sœur incestueux, alors. Ça vous choque? Ça s'est vu dans les meilleures familles. À preuve. Je crois que c'est à vous de raconter la suite. Je n'en ferai rien. Vous voulez vraiment que je continue? Vous m'obligeriez. Je ne demande qu'à vous obliger. Mais si je poursuivais mon récit au stade où j'en suis arrivée, ce ne serait qu'une pâle et médiocre paraphrase du plus beau, du plus insolite et du moins connu de vos romans. J'adore les paraphrases pâles et médiocres. Le reste est littérature, n'est-ce pas? Le reste n'est en effet que mon œuvre. À cette époque-là, je n'avais d'autre papier que ma vie, ni d'autre encre que mon sang. Ou celui des autres. Elle n'était pas une autre. Qui était-elle donc? C'est ce que je n'ai jamais su. Mais elle n'était pas une autre. Ceci est certain. J'attends toujours votre paraphrase, très chère. C'est juste. Les années passent et elles se passent bien. Trop bien. Vous avez 14 ans. Votre cousine en a 12. Vous avez atteint le point culminant de l'enfance. Modelé par une vie de rêve, vous êtes des enfants de rêve. On ne vous l'a jamais dit, mais vous savez obscurément qu'une dégradation terrible vous attend, qui s'en prendra à vos corps idéaux et à vos humeurs non moins idéales pour faire de vous des acnéiques tourmentés. Là, je vous soupçonne d'être à l'origine du projet démentiel qui va suivre. Ça y est, vous commencez déjà à disculper ma complice. Mais je ne vois pas de quoi je devrais la disculper. L'idée était de vous, n'est-ce pas? Oui, mais cette idée n'était pas criminelle. A priori, non. Mais elle le devenait par ses conséquences et surtout par son impraticabilité qui devait surgir tôt ou tard. Tard, en l'occurrence. N'anticipons pas. Vous avez 14 ans, votre cousine en a 12. Elle est à votre dévotion et vous pouvez lui faire avaler n'importe quoi. Ce n'était pas n'importe quoi. Non, c'était pire. Vous la convainquez que la puberté est le pire des maux
Mais qu'elle est évitable. Elle l'est! Vous le croyez encore? Ah, je n'ai jamais cessé d'y croire! Vous avez donc toujours été dingue. Mais dans mon optique, j'ai toujours été le seul à être sain d'esprit! Évidemment. À 14 ans, vous êtes déjà si sain d'esprit que vous décidez solennellement de ne jamais entrer dans l'adolescence. Votre emprise sur votre cousine est telle que vous lui faites prêter un serment identique au vôtre. N'est-ce pas adorable? C'est selon. Vous jurez et faites jurer à Léopoldine que si l'un d'entre vous trahit sa promesse et devient pubère, l'autre le tuera purement et simplement. À 14 ans déjà, une âme de titan! Je suppose que bien d'autres enfants ont conçu ce projet de ne jamais quitter l'enfance avec des succès divers mais toujours précaires. Or, vous deux, vous semblez y arriver. Oh, il est vrai que vous y mettez une détermination peu commune. Hein. Et vous, le titan de l'affaire, vous inventez toutes sortes de mesures pseudo-scientifiques destinées à rendre vos corps impropres à l'adolescence. Pas si pseudo-scientifique que cela, puisqu'elles étaient efficaces! Nous verrons. Je me demande comment vous avez survécu à de pareils traitements. Nous étions heureux. À quel prix? Où diable votre cerveau était-il allé chercher des préceptes aussi tordus? Enfin, vous aviez l'excuse d'avoir 14 ans. Si c'était à refaire, je le referais. Persuadé que la puberté fait son œuvre pendant le sommeil, vous décrétez qu'il ne faut plus dormir, ou du moins pas plus de 2 heures par jour. Désormais, Léopoldine et vous passerez des journées et des nuits entières à nager dans les lacs du domaine, parfois même en hiver. Vous mangez le strict minimum. Certains aliments sont interdits et d'autres conseillés, en vertu de principes qui me semblent relever de la plus haute fantaisie. Vous interdisez les mets jugés trop adultes, tels que la bisque de homard ou le canard à l'orange, ou les nourritures de couleur noire. En revanche, vous recommandez les champignons, non pas vénéneux, mais réputés impropres à la consommation, tels que les vesses de loup dont vous vous gavez en saison. Pour vous empêcher de dormir, vous procurez des boîtes d'un téquignon excessivement fort. Vous en buvez des doses impressionnantes, identiques à celles que vous administrez à votre cousine. Qui était tout à fait consentante. Disons plutôt qu'elle vous aimait. Moi aussi. Je l'aimais. À votre manière. Vous croyez peut-être que les autres s'y prennent mieux? Je ne connais rien de plus vil que ce qu'ils appellent aimer. Savez-vous ce qu'ils appellent aimer? Asservir, engrosser et enlaidir une malheureuse. Voilà ce que les êtres supposés de mon sexe appellent aimer. Ah, vous jouez au féminisme maintenant, mais je vous ai rarement trouvé moins crédible. À l'âge où les filles deviennent affreuses, boutonneuses, fessues, malodorantes, poilues, nichonneuses, hancheuses, intellectuelles, hargneuses, stupides. Femme en amour, à cet âge sinistre donc, Léopoldine était l'enfant la plus belle, la plus heureuse, la plus analphabète, la plus savante. Léopoldine était l'enfant la plus enfantine, et ce, uniquement grâce à moi. Celle que j'aimais aurait évité le calvaire de devenir une femme. Je vous mets au défi de trouver plus bel amour que celui-là. Êtes-vous absolument certain que votre cousine ne désirait pas devenir femme? Mais comment pouvait-elle désirer une chose pareille? Elle était trop intelligente pour cela. Naturellement. Mais qu'est-ce que vous essayez d'insinuer, petite merdeuse? Vous croyez connaître Léopoldine mieux que moi? Plus je vous parle, plus je le crois. Mieux vaut entendre ça que d'être sourd. Eh bien, je vais vous apprendre quelque chose que vous ignorez certainement. Personne, vous m'entendez? Personne ne connaît mieux un individu que son assassin. Nous y voilà. Vous passez aux aveux? Aux aveux? Mais ce ne sont pas des aveux, puisque vous saviez déjà que je l'avais tué. Pourquoi il reste caché que je suis un assassin? Je n'ai rien à craindre de la justice. Je meurs dans moins de 2 mois. Et votre réputation posthume? Ouh, elle n'en sera que plus grandiose. J'imagine déjà les devantures des librairies. Prétexte attaque,
le prix Nobel assassin. Mes livres vont se vendre comme des petits pains. Oh, ce sont mes éditeurs qui vont se frotter les mains. Croyez-moi, cet assassinat est une bonne affaire pour tout le monde. Même pour Léopoldine. Surtout pour Léopoldine. Revenons-en à 1922. Pourquoi pas 1925 pendant que vous y êtes? Vous allez un peu vite en besogne. Il ne faut pas faire l'ellipse de ces 3 années, elles sont capitales. Capital, en effet, donc irracontable. Vous les avez pourtant racontées. C'est à un écrivain que vous dites ça? Ce n'est pas à l'écrivain que je parle. C'est à l'assassin. C'est la même personne. Cette fois, cher monsieur, vous ne vous échapperez plus. 1922, 1925, je vous laisse la parole. Voulez-vous un caramel? Il y a 14 ans, suite à votre ménopause littéraire, vous avez laissé un roman inachevé. Pourquoi? Je l'ai déjà dit à un de vos confrères. Tout écrivain qui se respecte doit au moins laisser un roman inachevé dans son œuvre, sinon il n'est pas crédible. Vous en connaissez beaucoup, vous, des écrivains qui, de leur vivant, publient un roman inachevé. Eh bien, disons que... En cours d'écriture, je pensais que je n'avais pas encore pondu le roman inachevé nécessaire à ma célébrité. J'ai baissé les yeux sur mon manuscrit et je me suis dit, pourquoi pas celui-là? J'ai posé mon stylo et je n'ai pu ajouter une seule ligne. N'espérez pas que je vous croie. Oh, n'allez pas chercher de sens caché à un acte aussi banal que la vieillesse. J'avais 59 ans, j'ai pris ma retraite, voilà tout. Sans raison précise, vraiment. Sans autre raison que le temps qui mène tout à sa perte. Oh, le temps a bon dos, monsieur Tag. Vous lui avez donné un sérieux coup de main. Des 2 mains, dirais-je même. Oh, la main, siège de la jouissance de l'écrivain. Les mains, siège de la jouissance de l'étrangleur. La strangulation est chose bien agréable, en effet. Pour l'étrangleur ou pour l'étrangler? Je n'ai jamais connu que l'une des deux situations. Ne désespérez pas. Que voulez-vous dire? Je ne sais pas, vous me faites perdre mes esprits avec vos diversions. Parlez-moi de ce livre, monsieur Tac. J'ai de bonnes raisons de croire que ce roman est strictement autobiographique. De bonnes raisons? Expliquez-moi ça, qu'on se marre un peu. J'ai un argument, d'autant plus écrasant que ce n'est pas un argument. Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Ce n'est pas un argument, c'est une photo. Une photo? De quoi? Savez-vous pourquoi personne n'a jamais soupçonné votre roman d'être une autobiographie? Parce que le personnage principal, Philémon Tractacus, était un superbe garçon svelte, au visage admirable. Vous n'avez pas vraiment menti lorsque vous avez dit à mes confrères que, depuis vos 18 ans, vous êtes laid. Disons que vous avez menti par omission, car toutes les années précédentes, vous avez été beau à ravir. Mais comment savez-vous cela? J'ai retrouvé une photo. Vous y figurez devant le château avec Léopoldine. Léopoldine? Une ravissante enfant aux cheveux sombres, ce ne peut être qu'elle. Montrez-moi cette photo. Qu'en ferez-vous? Montrez-moi cette photo, vous dis-je! C'est une très vieille femme du village qui me l'a procurée. Je sais pas comment la photo est arrivée entre ses mains, peu importe. L'identité des 2 enfants est hors de doute. Enfants, oui. Même vous qui à 17 ans ne présentez aucun signe d'adolescence. C'est très curieux, vous êtes tous les deux immenses, maigres, blafards, mais vos longs corps et vos visages sont parfaitement enfantins. mais comment avez-vous pu tellement changer? Comment avez-vous pu, en moins d'une année, troquer votre apparence séraphique contre la monstrueuse enflure que j'ai sous les yeux? Mais vous n'avez pas bientôt fini de m'injurier? Vous savez très bien que vous êtes laid,
Vous ne cessez d'ailleurs vous-même de vous qualifier des adjectifs les plus ignobles. Je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Vu? Je n'ai que faire de votre permission. Vous êtes affreux, voilà. Et il est incroyable d'être si affreux quand on a été si beau. Oh, ça n'a rien d'incroyable. Ça arrive tous les jours. Seulement d'habitude, c'est pas si rapide. Ça y est, vous venez encore de passer aux aveux. Hein? Ben oui, en me disant cela, vous reconnaissez implicitement la véracité de mes propos. À 17 ans, vous étiez bel et bien tel que je vous décrivais, et tel qu'aucune photo ne vous a jamais immortalisé, hélas. Je le savais! Mais comment avez-vous fait pour me décrire si bien? Je me suis contentée de paraphraser les descriptions que vous donniez de Philémon Tractacus dans votre roman. Je n'avais d'autre procédé que le bluff puisque vous refusiez de coopérer. Vous êtes une sale petite fouille merde! Fouillez la merde, ça marche. Pourquoi Hygiène de l'assassin est-il un roman inachevé? Ah! Ah ben le voilà! Notre titre manquant de tout à l'heure! Inutile de jouer les étonnés, je n'aurais de cesse que vous me répondiez. Pourquoi ce roman est-il inachevé? On pourrait poser la question d'une manière plus métaphysique. Pourquoi cet inachèvement est-il un roman? Votre métaphysique ne m'intéresse pas, répondez à ma question. Pourquoi ce roman est-il inachevé? J'avais le choix entre des dizaines de fins pour ce roman. Soit le meurtre en lui-même, soit la nuit qui a succédé, soit ma métamorphose physique, soit l'incendie du château un an plus tard. Votre œuvre, cet incendie, n'est-ce pas? Oui. Saint-Sulpice était devenu intolérable depuis la disparition de Léopoldine. De plus, la suspicion familiale dont j'étais l'objet commençait à m'énerver. J'ai donc décidé de me débarrasser du château et de ses occupants. Jamais je n'aurais cru qu'il brûlerait si bien. Revenons-en à notre fin, ou plutôt à notre absence de fin. Ainsi, vous prétendez ignorer les raisons de cet inachèvement. Alors là, vous pouvez me croire. J'avais l'embarras du choix en matière de fins élégantes, mais aucune ne m'a paru jamais convenir. C'est comme si j'avais attendu autre chose que j'attends depuis 14 ans. Oh, depuis 56 années, si vous préférez. Quelle autre chose? Une résurrection de Léopoldine? Si je le savais, je n'aurais jamais cessé d'écrire. Pouvez-vous m'expliquer ce qui vous a pris le jour où vous avez décidé de raconter fidèlement l'histoire qui vous était non seulement la plus chère, mais qui présentait aussi le plus de risques de vous traîner devant les tribunaux? À quelle perversion obscure avez-vous cédé en fournissant à l'humanité de votre plus belle plume un acte d'auto-accusation d'une transparence aussi criante? Mais l'humanité s'en fout! À preuve, ce roman marine au fin fond des bibliothèques depuis 14 ans, et personne, vous m'entendez? Personne ne m'en a jamais parlé! Quel âge avez-vous, mademoiselle? 38 ans. Ah ben la voilà, notre circonstance atténuante. Vous avez vécu bien trop longtemps. Comment? C'est moi qui ai besoin de circonstances atténuantes, c'est le monde à l'envers. Mais comprenez que je cherche une explication. J'ai en face de moi une jeune personne à l'esprit perçant, douée du rare don de lecture. Je me demande ce qui a pu entacher de si belles dispositions. Vous venez de me fournir la réponse. Le temps. 38 ans, c'est beaucoup trop. C'est vous, à votre âge, qui me dites ça. Je suis mort à 17 ans, mademoiselle. D'ailleurs, pour les hommes, ce n'est pas tout à fait pareil.
Nous y voilà. Arrêtez avec votre air sarcastique. Vous savez bien que c'est vrai. Oh, Monsieur Tac, vous êtes génial. Je vous admire, je suis enchantée de vous avoir rencontré. Eh bien, je vais vous étonner. Moi aussi, je suis content de vous avoir rencontré. Vous ne parlez pas sérieusement. Au contraire. Tout d'abord, vous m'admirez pour ce que je suis, et non pas pour ce que vous imaginez que je suis. C'est un bon point. Ensuite, je sais que je vais pouvoir vous rendre un grand service. Et cela m'enchante. Quel service? Comment ça? Quel service? Mais vous savez, désormais. Dois-je comprendre que vous avez l'intention de me supprimer moi aussi? Je commence à croire que vous en êtes digne. L'éloge est grand, Monsieur Tac, et croyez que j'en suis troublée, mais... Je vous vois en effet toute pâlissante. Mais ne vous donnez pas cette peine. Pourquoi? Je pense que vous le méritez. Vous êtes beaucoup mieux que je ne le pensais au début. J'ai très envie de vous aider à mourir. Je suis touchée, mais n'en faites rien. Je ne voudrais pas que vous ayez des ennuis à cause de moi. Des ennuis? Mais quels ennuis? Je n'ai rien à craindre. Je meurs dans 1 mois et demi. Je ne voudrais pas que votre réputation posthume soit salie par ma faute. Salie? Mais pourquoi serait-elle salie par une aussi bonne action? Au contraire, les gens diront, moins de 2 mois avant sa mort, Prêtestatac faisait encore le bien. Je serai un exemple pour l'humanité. Je crois que vous me surestimez beaucoup. Je ne le crois pas. Ouvrez les yeux, Monsieur Tac. N'avez-vous pas dit que j'étais moche, tarte, pourrie, et j'en passe? Et le simple fait que je sois une femme ne suffit-il pas à me discréditer? En théorie, tout ce que vous dites est vrai. Mais il se passe une chose étrange. La théorie ne suffit plus. Je suis en train de vivre une autre dimension du problème. Et je ressens des émotions délicieuses que je n'avais plus connues depuis 56 années. Ouvrez les yeux, Monsieur Tac, je ne suis pas Léopoldine. En effet, et pourtant, vous ne lui êtes pas étrangère. Elle était belle comme le jour et vous me trouvez laide. Ce n'est plus tout à fait vrai. Votre laideur n'est pas dénuée de beauté. Par instant, vous êtes belle. Par instant. Ces instants sont beaucoup, mademoiselle. Vous me trouvez stupide, vous ne pouvez pas m'estimer. Pourquoi cet acharnement à vous discréditer? Pour une raison très simple. Je ne tiens pas à finir assassinée par un prix Nobel de littérature. Vous préféreriez un prix Nobel de chimie? Très drôle. Je ne tiens pas à finir assassinée, voyez-vous, que ce soit par un prix Nobel ou par un épicier. Dois-je comprendre que vous avez vous-même l'intention de mettre un terme à vos jours? Si j'avais des envies de suicide, Monsieur Tac, je l'aurais déjà fait depuis longtemps. C'est ça. Si vous croyez que c'est si simple... Je ne crois rien, ça ne me concerne pas. Figurez-vous que je n'ai aucun désir de mourir. Vous ne parlez pas sérieusement. Est-il si aberrant d'avoir envie de vivre? Ah, rien n'est plus louable que d'avoir envie de vivre. Mais vous ne vivez pas, pauvre petite dinde, et vous ne vivrez plus jamais. N'avez-vous pas remarqué que les filles meurent le jour de leur puberté? Au nom de quoi prétendez-vous savoir ce qu'est la vie d'une femme? La non-vie d'une femme. Vie, non-vie, vous n'en savez rien. Mais qu'est-ce que vous essayez de me faire avaler? Ou plutôt, qu'est-ce que vous essayez de vous faire avaler? Que vous êtes heureuse? Il y a des limites à l'autosuggestion. Ouvrez les yeux, vous n'êtes pas heureuse, vous ne vivez pas. Qu'en savez-vous? Mais si vous aviez vécu au paradis terrestre, comme la petite Léopoldine et le petit Prétextat. Mais qu'est-ce que je dis de si comique? Veuillez m'excuser. Ce sont ces prénoms, pas surtout le vôtre. Je vois, oui, oui. Vous seriez du style à appeler vos enfants Krishna, Elohim, Abdallah, Chang, Sitting Book, Empédoc, Akhenaton.
C'est grotesque. Moi, j'aime les noms chrétiens. Au fait, quel est votre prénom? Nina. Oh, ma pauvre petite. Comment ça, ma pauvre petite? Je vous surestimais, vous m'avez beaucoup déçu depuis. Et votre prénom pour moi, ce fut la débâcle. Désormais, vous n'êtes plus rien à mes yeux. Vous m'envoyez ravie. J'aurai donc la vie sauve. La non-vie sauve plutôt. Qu'en ferez-vous? Oh, toutes sortes de choses. Terminer cette interview, par exemple. Exaltant. Alors que j'aurais pu, dans ma bonté, vous garantir une apothéose superbe. À ce propos, comment auriez-vous fait pour me tuer? Assassiner une jeune fille aimante quand on est un garçon leste de 17 ans, c'est facile. Mais pour un vieillard impotent, assassiner une jeune femme hostile, c'eût été une gageure. Croyez, dans ma naïveté, que vous n'étiez pas hostile. Être vieux et impotent ne m'eût pas gêné. Si vous m'aviez aimé, comme Léopoldine m'aimait, si vous aviez été consentante, comme elle le fut. Monsieur Tax, j'ai besoin que vous me disiez la vérité. Léopoldine fut-elle réellement et consciemment consentante? Si vous aviez vu la docilité avec laquelle elle s'est laissée faire, vous ne poseriez pas cette question. À mon tour de vous répondre que rien n'est moins sûr. Mais merde alors, l'écrivain c'est vous ou moi? C'est vous, et c'est pour cette raison que j'ai bien du mal à vous croire. Et si je vous racontais les choses oralement, vous me croiriez? Je ne sais pas. Essayez donc. C'était le 13 août 1925. Voilà déjà un excellent commencement. C'était le jour de l'anniversaire de Léopoldine. Quelle amusante coïncidence. Allez-vous vous taire? Vous ne voyez pas que je suis torturé? Que les mots ne viennent pas? Le 13 août 1925 était le plus beau jour du monde. Léopoldine et moi avions commencé notre journée vers 1h du matin, après notre sommeil rituel d'environ 1h30. Léopoldine et moi n'aimions rien tant que de nous réveiller. En été surtout, les journées étaient plus longues et nous dormions dehors, en pleine forêt. Le premier qui s'éveillait regardait l'autre, et ce regard suffisait à le faire revenir. Le 13 août 1925, je m'étais éveillé le premier vers 1h du matin, et ma cousine n'avait pas tardé à me rejoindre. C'était une nuit calme et douce, d'une beauté insolite. Quel lyrisme admirable. Cessez de m'interrompre! Voyons, où en étais-je? Au 13 août 1925, lever du soleil. Merci, mademoiselle le greffier. De rien, monsieur l'assassin. Je préfère ma qualification à la vôtre. Je préfère ma qualification à celle de Léopoldine. Ce matin-là, comme chaque matin, j'ai plongé dans le lac sans hésiter. Et j'ai ri de voir Léopoldine qui, elle, mettait toujours une éternité à rentrer dans l'eau froide. Ses yeux, remplis de terreur, la peur lui allait si bien, bégayant, que c'était horrible. Vous êtes d'un sadisme épouvantable. Quand elle s'était immergée à fond, comme moi, le froid laissait place à la douceur,
à la fluidité de la vie dans l'eau. Et quand le froid nous transperçait les corps, nous nous hissions sur de grandes pièces émergées, où nous nous séchions au soleil. Le vent de ce 13 août était particulièrement agréable et nous séchait très vite. Léopoldine a replongé la première et s'est amarrée à l'îlot pierreux où je me réchauffais encore. Pour rester en position horizontale, ma cousine battait de ses longues jambes que je voyais remonter en alternance à la surface. Ce 13 août 1925, couché sur l'îlot pierreux, je ne me lassais pas d'un spectacle si gracieux. Je ne sais combien de temps a duré ce moment. Il fut interrompu par un détail anormal. Le balai des jambes de Léopoldine fit remonter des profondeurs du lac un mince filet de fluide rouge, d'une densité très spéciale, à en juger par son inappétence à se mêler à l'eau pure. Bref, du sang. Que vous êtes cru? Votre cousine avait tout simplement ses premières règles. Vous êtes immonde! Ça n'a rien d'immonde, c'est normal. Mais justement, mais merde! Oh, mais oh. Oh, où en étais-je? Vous m'avez fait perdre le fil de mon récit. Du sang dans l'eau. Oh, juste ciel! C'est exact. Imaginez mon choc. Il était impossible qu'entre ces jambes-là, il puisse y avoir la source d'un épanchement répugnant. Répugnant. Répugnant, je maintiens. Ce filet de sang dans l'eau signifiait la fin de l'éternité pour Léopoldine. Et moi, parce que je l'aimais à fond, j'ai voulu la rendre à cette éternité sans atermoyer. Je commence à comprendre. Vous n'êtes pas rapide. Je commence à comprendre à quel point vous êtes malade. Que direz-vous de la suite alors? Avec vous, le pire est toujours sûr. Léopoldine a vu mon regard se figer derrière elle. Et elle est sortie de l'eau précipitamment, comme affolée. Elle s'est assise à côté de moi. Oh, l'origine du filet de sang ne fit plus aucun doute. Ma cousine était révulsée et je la comprenais. Il y avait comme un accord tacite quant à la conduite à adopter en pareil cas. Cas tellement inacceptable que pour préserver notre hébétude, nous avions préféré nous en tenir à un accord tacite. Dans quelques instants, vous allez me vanter les vertus du non-dit. Vous eussiez voulu que signer un contrat devant le notaire, hein? J'aurais préféré n'importe quoi à votre manière d'agir. Que m'importe ce que vous eussiez préféré. Seul comptait le salut de Léopoldine. Seul comptait votre conception du salut de Léopoldine. C'était aussi sa conception. La preuve, c'est que nous nous sommes rien dit. Je lui ai embrassé doucement les yeux. Elle a souri. Elle a eu l'air comme apaisée. Elle a compris. Oh, tout s'est passé très vite ensuite. 3 minutes après, pouf, elle était morte. Comme ça, sans délai. C'est monstrueux! Vous eussiez voulu que cela durât 2 heures, comme à l'opéra! Mais laissez-moi vous raconter la strangulation. Je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler, mais j'aime y songer. Oh, combien de fois, dans l'intimité de ma mémoire, n'ai-je pas revécu cette si belle scène? Vous avez de ces passe-temps? Vous verrez. Vous y prendrez goût. Vous aussi. Prendre goût à quoi? À vous souvenir ou à la strangulation? À l'amour. Mais
Laissez-moi vous raconter la suite. Puisque vous insistez. Dès que la mort fut décrétée, l'Éden, qui nous fut arraché pour 2 minutes, nous fut rendu pour 3 minutes. Oh, je sais ce que vous allez dire, que tout le mérite d'une belle strangulation revient au seul étrangleur. Ce n'est pas tout à fait vrai. L'étranglé est beaucoup moins passif qu'on ne le croit. La strangulation, ça n'a rien de lénifiant ni de douloureux. Au contraire, c'est tonique, c'est frais. Frais? Quel adjectif inattendu. Mais pourquoi pas vitaminé pendant que vous y êtes? Ah, mais pourquoi pas, en effet. On se sent revitalisé après avoir étranglé une personne aimée. Je n'en doute pas. Je me pose néanmoins une question. Pourquoi avoir choisi la strangulation? Étant donné l'endroit où vous étiez, la noyade eût été plus logique. Oh, excellente question. Non, ce qui m'a déterminé à étrangler ma cousine fut la beauté de son cou. Elle n'aurait pas eu un beau coup, vous ne l'auriez pas étranglée? Ah ben ça, je ne sais pas, parce que je suis quelqu'un de très manuel. Or, la strangulation est le genre de mise à mort le plus manuel qu'il soit. Étrangler procure aux mains une impression de plénitude sensuelle inégalable. Qui a tué par les cartilages périra par les cartilages? Oh. Vous avez entendu ce que vous venez de dire? Je l'ai dit à dessein. Mais c'est extraordinaire. Mais vous êtes une voyante. Oh. Mais comment n'y avais-je pas songé plus tôt? Nous savions déjà que le syndrome des Elverplast était le cancer des assassins, mais il nous manquait une explication. La voilà. Les armes des meurtriers se retournent toujours contre eux-mêmes. Grâce à vous, je sais enfin pourquoi j'ai le cancer des cartilages. J'attends toujours la fin de cette histoire, monsieur Tac. J'y viens. Tout s'est passé avec la simplicité des chefs-d'œuvre. Léopoldine s'est assise sur mes genoux, en face de moi. Notez, mademoiselle le greffier, qu'elle le fit de sa propre initiative. Ça ne prouve rien. Croyez-vous qu'elle fut étonnée lorsque j'ai posé mes mains sur son cou, que j'ai serré l'étau? Pas le moins du monde. Nous nous sourions l'un à l'autre, les yeux dans les yeux. Ce n'était pas une séparation, puisque nous mourions ensemble. C'était nous deux. La fin de l'histoire, monsieur Tac. Fin de l'histoire? Mais cette histoire n'a pas de fin. C'est vous-même qui venez de me le faire comprendre avec votre remarque sur les cartilages. Cartilage, articulation par excellence, articulation du corps, mais aussi articulation de cette histoire. Ne seriez-vous pas en train de délirer? Grâce à vous, je vais enfin pouvoir continuer, peut-être même finir mon roman. En dessous de Hygiène de l'assassin, je mettrai un sous-titre. Histoire de cartilage, le plus beau testament du monde, vous ne trouvez pas? Oh, mais il faudra que je me dépêche. Il me reste si peu de temps, oh mon Dieu. Oh, quelle urgence, quel ultimatum. Tout ce que vous voudrez. Mais avant d'écrire cette prolongation, il faudra que vous me racontiez la fin de ce 13 août 1925. Mais ce 13 août 1925 n'a pas de fin, parce que l'éternité a commencé ce jour-là. Nous sommes en plein été. Je suis un bel enfant. Ça ne se voit pas. C'est parce que vous ne me regardez pas avec assez d'intensité. Léopoldine approche du 7e ciel. Sa tête est légèrement penchée en arrière. Sa bouche est entr'ouverte. Ses yeux
avale l'infini, ou peut-être est-ce l'inverse. Son visage est un grand sourire. Et voilà. Elle est morte. Je desserre l'étau. Je laisse son corps qui glisse dans le lac, qui fait la planche. Ses yeux regardent le ciel avec extase. Ensuite, Léopoldine coule, disparaît. Vous allez la repêcher? Oh non, non, pas tout de suite. Je pense d'abord à ce que je viens de faire. Vous êtes content de vous? Ah oui, oui, oui. J'éclate de rire. Vous avez un sens de l'humour étonnamment déplacé. Brusquement, je plonge dans les profondeurs verdâtres où m'attend ma cousine, si proche et déjà si énigmatique, comme un vestige immergé. Ses longs cheveux flottent au-dessus de sa figure. Et elle a pour moi un mystérieux sourire d'Atlante. Et après? Après? Oh! Après? Bien, je la sors de l'eau, je la prends dans mes bras. Elle est légère, souple comme une algue, et je la ramène au château. Ensuite, viennent des démonstrations ridicules, cris, pleurs, plaintes, imprécations contre le sort et ma négligence, désespoir. Ensuite, vous laissez le cadavre de Léopoldine entre les bras des parents éplorés, après leur avoir fourni des explications sommaires au point d'être cynique. La dernière phrase du roman est celle-ci. Et je suis montée dans ma chambre. C'est pas mal comme fin. Admettons. Mais concevez que le lecteur reste sur sa faim. Ah mais c'est pas mal comme réaction. Pour une lecture métaphorique, oui. Mais pas pour la lecture carnassière que vous recommandez. Mais cette fin, je ne pouvais pas la connaître avant aujourd'hui, puisque c'est vous qui me l'apportez. Je vous ai apporté une fin, moi. C'est ce que vous êtes en train de faire à l'instant. Si vous vouliez me mettre mal à l'aise, vous avez réussi. Mais j'aimerais une explication. C'est vous qui vous m'avez apporté une donnée du plus haut point avec votre remarque sur les cartilages. J'espère que vous n'avez pas l'intention de gâcher ce beau roman en lui greffant le délire cartilagineux dont vous m'avez assommé tout à l'heure. Au contraire, c'était une sacrée trouvaille. Je m'en voudrais de vous avoir suggéré une fin aussi mauvaise. Mieux vaut laisser votre roman inachevé. Ça, c'est à moi d'en juger. Mais vous allez aussi m'apporter autre chose, ma chère enfant. Quoi donc? Allons, ne faites pas l'innocent. Passons au dénouement, voulez-vous? Nous avons dépassé la durée réglementaire. Quel dénouement? Allez-vous enfin me dire qui vous êtes? Quel mystérieux lien vous unit à moi? Aucun. Ne seriez-vous pas la dernière rescapée de la lignée de Planèse de Saint-Sulpice? Vous savez très bien que cette famille s'est éteinte sans descendance. Vous y êtes d'ailleurs pour quelque chose, non? Auriez-vous un lointain parent Tac? Vous savez très bien que vous êtes le dernier descendant des Tac. Oh, vous êtes la petite fille du précepteur. Mais non, mais qu'allez-vous chercher? Mais qui est donc votre aïeul? Le régisseur? Ou le majordome du château? Le jardinier? Une femme de chambre? La cuisinière? Bon, arrêtez ce délire, monsieur Tac. Je n'ai aucun lien d'aucune sorte avec votre famille, avec votre château, votre village, votre passé. Non, c'est inadmissible. Pourquoi? Vous ne seriez pas donné autant de mal si aucun lien obscur ne vous unissait à moi. Navré de vous décevoir, je suis pour vous une étrangère. Peut-être ignorez-vous le lien familial, historique, géographique, génétique qui vous unit à moi, mais il est hors de doute que ce lien existe. Voyons. Oh, un de vos aïeux ne serait-il pas mort noyé? N'y a-t-il pas eu des strangulations dans votre entourage collatéral? Arrêtez de délirer, monsieur Tac. Vous chercherez en vain des similitudes entre nos deux cas, à supposer que ces similitudes aient une quelconque signification. En revanche, ce qui me paraît significatif,
C'est votre besoin d'établir une similitude. Significatif de quoi? Ah là est la vraie question, mais c'est à vous qu'elle se pose. Je vais vous poser ma question une dernière fois. Vous m'entendez? Une dernière fois, car la patience n'est pas mon fort. Je vous en conjure. Dites-moi la vérité. Qui êtes-vous? Hélas, Monsieur Tac. Hélas, c'est tout ce que vous avez à me répondre. Monsieur Tac, je suis une sale petite fouille merde. Y a rien d'autre à dire sur mon compte, vous pouvez me croire. Je suis navrée. Soyez certain que j'aurais aimé vous apporter une autre réponse, mais vous exigez la vérité, cela est ma seule vérité. Mais vous vous rendez compte de ce qu'une pareille réponse suggère comme horreur? Je m'en rends compte, hélas. Non! Non! Vous ne vous en rendez pas compte! Ou alors pas assez! Laissez-moi peindre vos horreurs! Imaginez un vieillard absolument seul et sans espoir! Imaginez qu'une jeune personne vienne, après une attente de plus de 56 années, rendre brusquement espoir à ce vieillard, en lui faisant ressusciter un lointain passé. Une chose nulle. Soit cette jeune personne est un archange, mystérieusement proche du vieillard. Et c'est une apothéose. Soit cette personne est une parfaite étrangère, motivée par la curiosité la plus abjecte. Et en ce cas, permettez-moi de vous le dire, que c'est immonde, que c'est une violation de sépulture, doublée d'un abus de confiance, que c'est arracher à un mourant son unique trésor en lui faisant miroiter quelques miraculeuses rétributions et ne lui donner en échange qu'un gros tas de merde. Si vous aviez eu un peu de cœur ou de décence, vous m'auriez menti. Vous auriez inventé quelques liens entre nous. Mais il est trop tard. Alors, si vous avez un peu de cœur et de décence, achevez-moi. Mettez un terme à mon dégoût. Car c'est une souffrance insupportable. Vous exagérez. Je ne vois pas en quoi j'ai pu dénaturer à ce point vos souvenirs. Mais l'assassin, c'est vous! Et vous avez tué 2 personnes! Tant que Léopoldine vivait dans ma mémoire, sa mort était une abstraction. Mais vous avez tué son souvenir avec votre intrusion de fouille merde! Et en tuant ce souvenir, vous avez tué ce qui restait de moi! Sophisme! Regardez autour de vous! Et regardez-vous, vous-même! Le monde grouille d'assassins, c'est-à-dire de personnes qui se permettent d'oublier ce qu'ils ont prétendument aimé. Je n'ai jamais souscrit à cette affreuse tuerie. Et c'est au nom de cette innocence que vous m'accusez aujourd'hui, conformément à ce que les humains appellent justice, et qui n'est qu'une forme de mode d'emploi de la délation. Qui vous parle de délation? Je n'ai pas l'intention de vous dénoncer. Mais vous êtes encore pire que je l'imaginais. En général, les fouilles merdes ont la décence de s'inventer une cause. Vous, c'est gratuitement que vous fouillez dans la merde, sans autre plaisir que celui d'appuyantir l'atmosphère. Si c'est un bon métier que vous faites, mademoiselle. Vous préféreriez que je vous traîne devant les tribunaux? Certainement. Si vous me traînez en justice, ça me divertira. Désolé, monsieur Tac. Vous n'aurez qu'à vous dénoncer vous-même. Je ne mange pas de ce pain-là. Je vois. Vous êtes au-dessus de ces choses. Mais vous faites partie de la pire espèce. Celle qui préfère salir que démolir. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête le jour où vous avez voulu me rendre visite,
À quel instant purement immonde avez-vous donc cédé? Vous le savez depuis le début, cher monsieur. Auriez-vous oublié l'enjeu de notre pari? Je voulais vous voir ramper à mes pieds. Suite à ce que vous m'avez dit, je le désire plus encore. Rampez donc, puisque vous avez perdu. J'ai perdu, en effet. Mais je préfère mon sort au vôtre. Tant mieux pour vous. Rampez! C'est votre vanité féminine qui me veut voir ramper. C'est mon désir de vengeance. Rampez! Mais vous n'avez donc rien compris. Sans vous, Léopoldine aurait vécu. Avec tout ce que la vie comporte d'horreur, mais aussi avec tout ce qu'elle comporte de beauté, il n'y a rien à ajouter. Rampez! De toute façon, je ne vous en veux pas. Il manquerait plus que ça. Rampez! Vous vivez dans une terre étrangère à la mienne, mademoiselle. Il est normal que vous ne puissiez comprendre. Votre condescendance me touche. Rampez! Vous avez l'esprit étroit, mademoiselle. Monsieur Tac, soyez certain que vos considérations existentielles ne m'intéressent pas. Je vous ordonne de ramper, point final. Soit, mais comment voulez-vous que je rampe, hein? Ignorez-vous que je suis impotent? C'est juste. Je vais vous aider. Au secours! Aïe! Rampez! Je ne peux pas rester sur le ventre! Mon médecin me l'a interdit! Rampez! Je risque l'asphyxie d'un moment à l'autre! Vous saurez donc ce qu'est l'asphyxie que vous avez infligée à une petite enfant. Rampez! C'était pour son salut! Eh bien moi, c'est pour votre salut que je vais vous faire risquer l'asphyxie. Vous êtes un détestable vieillard que je veux sauver de la déchéance. C'est donc la même chose. Rampez! Mais je suis déjà déchu! Et je n'ai fait que déchoir depuis 56 années! En ce cas, je veux vous voir déchoir davantage. Allez-y, déchoyez! Vous ne pouvez pas dire cela! C'est un verbe défectif! Mais si vous savez ce que je m'en fous! Mais si ce verbe défectif vous gêne, j'en connais un autre qui ne l'est pas. Allez-y, rampez! C'est affreux! J'étouffe! Je vais crever! Tiens, mais je croyais que vous considériez la mort comme un bienfait. Allez! Mais je ne veux pas mourir tout de suite! Ah non? Et pourquoi repousser un moment aussi agréable? J'ai besoin de vous dire quelque chose avant de mourir! Soit! J'accepte de vous retourner sur le dos à une seule condition. Il faut d'abord que vous rampiez à mes pieds. Je vous promets d'essayer! Je ne vous demande pas d'essayer. Je vous ordonne de ramper. Si vous n'y arrivez pas, je vous laisse crever. Ah, ça va, ça va! Je rampe! Ça vous fait jouir, hein? Oui, ça me fait jouir. Mais je jouis d'autant plus que j'ai conscience de venger quelqu'un à travers votre corps hypertrophié. J'ai l'impression de voir se découper une fine silhouette que votre souffrance soulage. Je vous en supplie, retournez-moi. Je vais rendre l'âme pour autant que j'en ai une. Retournez-moi de grâce. Quelle était donc cette chose que vous veniez de découvrir et que vous teniez tant à me faire savoir? Je voulais vous dire que c'est un sale moment passé. Mais encore? Comment ça vous suffit pas? Comment? C'est tout ce que vous avez à me dire. Il vous aura donc fallu 73 années pour savoir ce que chacun sait depuis sa naissance? Mademoiselle, avez-vous déjà aimé? C'est le comble. Nous voilà dans la rubrique courrier du cœur. Non, mademoiselle. Si vous aviez déjà aimé, vous saurez que ça n'a rien à voir. Oh, pauvre Nina! Vous n'avez donc jamais aimé? Pas de ça avec moi, voulez-vous? Et puis ne m'appelez pas Nina. Pourquoi? Je ne sais pas. Entendre son prénom prononcé par un assassin, ça a quelque chose d'ignoble. C'est dommage. J'ai besoin de vous nommer, Nina. Nina, de quoi avez-vous peur? Je n'ai peur de rien, vous me dégoûtez, c'est tout. Et puis ne m'appelez pas Nina. C'est dommage, j'ai besoin de vous nommer. Pourquoi? Vous ne le savez pas? Ah, quand on éprouve au fond de soi le désir d'invoquer le nom d'un individu, c'est qu'on l'aime. Nina! Je vous aime, Nina! Vous avez bientôt fini de dire des âneries. C'est la vérité!
J'en avais une intuition tout à l'heure, mais je croyais m'être trompé. Mais je m'étais pas trompé. C'est surtout ça que je voulais vous dire. Avant de mourir, Nina, je ne pourrai jamais plus vivre sans vous. Nina, je vous aime. Réveillez-vous, imbécile. Je n'ai jamais été plus lucide. Oh, la lucidité ne vous sied guère. Peu importe, je ne compte plus. Je suis tout à vous. Arrêtez de délirer, monsieur Tag. Je sais très bien que vous ne m'aimez pas. Je n'ai rien pour vous plaire. Je le croyais aussi. Mais l'amour se situe bien au-dessus de ces choses, Nina. Exaltant. L'amour ne sert à rien d'autre qu'à aimer. Alors si vous saviez le sens de ce verbe, Nina, vous seriez aussi exalté que je le suis en cet instant. Épargnez-moi votre exaltation, voulez-vous? Et puis ne m'appelez pas Nina, ou je ne réponds plus de rien. Oh, ne répondez plus de rien, Nina. Et laissez-moi vous aimer, puisque vous n'êtes pas capable de m'aimer en retour. Vous aimez? Mais il manquerait plus que ça, mais faudrait être pervers pour vous aimer. Soyez donc perverse, Nina. Je serais si heureux. Il me répugnerait de vous rendre heureux. Personne n'en est plus indigne que vous. Je ne le crois pas. Évidemment. Je suis laid, méchant, ignoble. Je puis être la personne la plus vile du monde, mais je possède une très rare qualité, si belle, que je ne me trouve pas indigne d'être aimé. Laissez-moi deviner. La modestie? Non. Ma qualité est que je suis capable d'amour. Et au nom de cette sublime qualité, vous voudriez que je baigne vos pieds de mes larmes en vous disant « Prétexta, je vous aime !» Oh oui! Oh, dites encore mon nom! Oh, c'est agréable! Taisez-vous! Vous me donnez envie de vomir! Je le sais, Nina! Avez-vous déjà connu l'extase? Cette question me paraît tout à fait déplacée. Elle l'est! Tout était placé dans cette histoire, à commencer par l'amour que vous m'inspirez. Oh, de grâce, ne me parlez plus de votre amour, je sens monter en moi des désirs de meurtre. Est-ce possible? Mais c'est comme ça que ça commence. Quoi donc? L'amour! Oh! Vous aurais-je éveillé à cette extase? Ma fierté est indicible. Le désir de tuer vient de mourir en moi. Et voilà qu'il vient de naître en vous. Vous commencez à vivre à cet instant. En avez-vous conscience? Je n'ai conscience que de la profondeur de mon exaspération. C'est extraordinaire. Je croyais, comme le commun des mortels, que la réincarnation était un phénomène post-mortem. Et voilà que sous mes yeux de vivant, je vous vois devenir moi. Avez-vous fini, espèce d'enflure? Vous savez bien que c'est vrai. C'est faux, je ne suis pas vous. Pas encore complètement, mais ça ne saurait tarder. Que voulez-vous dire? Vous le saurez bientôt. C'est formidable. Je dis des choses qui s'accomplissent au fur et à mesure que je les formule. Me voici devenu la pitié du présent, non du futur, du présent, vous comprenez? Je comprends que vous avez perdu la raison. C'est vous qui l'avez prise. Quand vous me prendrez tout le reste. Oh, Nina, Nina, je n'ai jamais connu pareille extase. Où sont vos calmants? J'aurai toute l'éternité pour être calme. Dès que vous m'aurez tué. Que dites-vous? Laissez-moi parler. Ce que j'ai à vous dire est trop important. Que vous le vouliez ou non, Nina, vous êtes en train de devenir mon avatar. À chaque métamorphose de mon être, m'attendait un individu digne d'amour. La première fois, c'était Léopoldine et c'est moi qui l'a tué. La seconde fois, c'est vous. Et c'est vous qui me tuerez. Juste retour des choses, n'est-ce pas? Oh, comme je suis content que ce soit vous. Grâce à moi, vous allez enfin découvrir ce qu'est l'amour. Le crâne vous pèse. Hein. Vous verrez. Vous vous habituerez à l'innommable, Nina. Oh. En attendant, n'oubliez pas que vous serez toujours seul. Ne le regrettez pas. Vous me manquerez. Oh, comme c'est gentil de dire ça. Vous savez très bien que la gentillesse est étrangère à cette histoire.
Ne vous inquiétez pas, Nina. Vous me retrouverez à chaque extase. Ça promet. Je suis le dernier individu au monde à pouvoir vous dire « Je vous aime !» sans être obscène. Oh, quelle chance pour vous! Une chance. Ne serait-ce pas une malédiction? Une chance, Nina! Rendez-vous compte, sans moi, votre vie eût été d'un ennui. Qu'en savez-vous? Ça crève les yeux! Ne disiez-vous pas vous-même que vous étiez une sale petite fouille merde? À force, vous en seriez lassé. Tôt ou tard, il faut cesser de s'intéresser à la merde des autres. Il faut créer la sienne. Désormais, ô Avatar, vous aurez accès aux divines initiatives des créateurs. Il est vrai que je sens naître en moi une initiative qui me confond. Allons, ne boudez pas votre plaisir. Mon plaisir, mais il n'y a pas trace de plaisir en moi, je ne ressens rien sinon un désir terrible de vous étrangler. Qu'attendez-vous, mon tendre amour? J'ai du mal à croire que vous le voulez vraiment. Je ne désire que cela. Et puis je n'ai pas l'habitude. Tant mieux. J'ai peur. C'est normal. Et si je ne le faisais pas? L'atmosphère deviendrait intolérable. De plus, au point où nous en sommes arrivés, vous n'avez guère le choix. En outre, vous me ferez la chance unique de mourir dans les mêmes conditions que Léopoldine. Grâce à vous, je serai enfin ce qu'elle a connu. Allez-y, Avatar, je suis un point.